Dans l'épisode du podcast AWS en français cette semaine, je fais du service après-vente. Je vous explique tout ça dans un moment. On parle de serverless pour le monde bancaire. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français et j'ai le plaisir d'accueillir cette semaine deux anciens invités qui reviennent. C'est que vous vous êtes bien plu, messieurs, c'est déjà ça. J'ai le plaisir d'accueillir Julien Mortuaire, tu es CTO chez Trésor, et Nicolas Bordès, tu es architecte cloud chez Trésor également. Je vous avais déjà reçu, c'était en juin 2022, épisode numéro 113. Vous pouvez aller écouter cet épisode si vous le souhaitez pour vous remettre dans le bain. On va pas refaire le même épisode. À l'époque, Trésor, vous étiez en phase de migration vers AWS. Maintenant, la migration est bien terminée. Il y a 2 ans d'expérience et de retour d'expérience. Et c'est de ce retour d'expérience que nous allons parler dans les minutes qui viennent. Juste pour permettre à tout le monde de rattraper le bateau en route, si on n'a pas écouté l'épisode 113, c'est quoi Trésor ? Alors, Trésor, c'est une solution de banque as a service. Donc, très concrètement, on est organisé autour de 2 piliers. Le premier, c'est la licence. On est régulé par la CPR et on permet d'embarquer de nos clients, en fait, dans cette licence-là pour qu'ils puissent revendre les services de paiement qu'on propose, qui va de la carte de paiement, carte bancaire, au compte avec un IBAN sur lequel on peut recevoir des virements, émettre des virements, encaisser des chèques, et en fait quasiment tout le scope d'une banque traditionnelle. Donc ça c'est la première partie, la licence. Et puis il y a la deuxième partie, le deuxième pilier qui est fort chez nous, c'est la technologie. Et donc c'est toute la plateforme qui nous permet aujourd'hui d'être connectés au réseau de paiement, donc aussi bien au SEPA pour tout ce qui est virement, qu'aux différents, ce qu'on appelle les schemes, Mastercard ou Visa, pour pouvoir émettre et gérer les transactions qui seront réalisées via les cartes bancaires qu'on est en capacité d'émettre. Si je me souviens bien du dernier épisode, j'avais dit si j'ai envie en tant que particulier de lancer ou en tant qu'entrepreneur de lancer un business de banque, je peux faire appel à vos services, bénéficier de votre licence bancaire, de vos API et construire un service, un front-end finalement, sans être moi-même une banque. Ça serait peut-être pas super rentable si j'ai aucun différenciateur par rapport aux autres, mais c'est ça l'idée. On avait dit aussi mettre une banque dans une fonction lambda de façon un peu caricaturée, mais c'était ça. Vous aviez fait le choix d'aller en serverless et de mettre votre API en serverless sur AWS. Oui, c'est exactement ça. On a entamé, du coup, mais il y a maintenant quelques années, une migration forte, avec des paradigmes assez forts entre une infrastructure qui était dans des data centers traditionnels sur des SIX, etc., qui fonctionnait bien, mais qui touchait ses limites de par notre croissance, vers une plateforme full cloud sur lequel on avait décidé à l'époque de partir en full lambda. Et donc du coup avec une punchline de l'époque qui était on va mettre littéralement une banque dans une lambda, ce qu'on a vraiment fait pour le coup et qui faisait partie de notre stratégie de migration, c'est-à-dire que l'objectif était déjà de partir sur le cloud et de partir sur les technologies qu'on souhaitait utiliser, donc en l'occurrence le serverless et la lambda, quitte à utiliser du code qui n'était pas parfaitement prêt pour travailler dans cet écosystème-là. Donc on a utilisé plein de petits tweaks finalement pour faire rentrer notre code qui tournait sur des stack lamp, etc. sur la lambda qui fonctionne correctement. Et puis après, une fois qu'on a réalisé ce premier exercice de move, le deuxième exercice c'est la modernisation. Et donc du coup c'est de transformer finalement réellement cette grosse lambda qui est un pur anti-pattern pour le coup en plein de microservices nous permettant d'obtenir finalement l'infrastructure qu'on souhaitait avoir. C'était vraiment ça. Vous êtes parti avec une lambda monolithe et vous aviez un monolithe lambda. Bon. C'est exactement ça. C'est littéralement ça. On avait un gros monolithe qui gérait tout, les virements, l'autorisation carte, la gestion des utilisateurs, etc. Et on a pris ce monolithe-là, on l'a tweaké, on l'a optimisé, on a fait en sorte de gérer les cold start, etc. Enfin, toutes les complexités qu'on peut avoir dans de la lambda. Et à partir du moment où on a vu que ça marchait et que ça fonctionnait suffisamment bien, on a basculé tout notre trafic dessus. Et ce qui nous a permis de souffler, puisque d'un coup, en fait, on a profité de la scalabilité, de la sécurité des systèmes AWS
et du coup de nous concentrer plus sur notre incidentologie, donc plus de remettre des serveurs, de gérer les nombres de connexions possibles sur notre serveur Apache au moment où on avait des pics de trafic le midi, etc. Mais vraiment sur, ok, maintenant j'ai un truc qui tourne, donc je vais travailler sur la modernisation de ce truc-là et sur la découpe architecturale, entre guillemets, de ce monolithe pour en faire quelque chose sur lequel on peut travailler, on peut évoluer et sur lequel on peut également travailler à plusieurs, puisque on est passé de Trésor à 20 personnes en 2019 à Trésor 280 personnes aujourd'hui. Donc ça nécessite de modifier la manière de travailler, etc. Comment ça s'est passé, ce dépeçage du monolithe, ce découpage du monolithe? Ça s'est passé en plusieurs étapes. Il a fallu déjà organiser les équipes par domaine fonctionnel, par domaine métier, pour éviter que les gens se marchent dessus, etc. Et ça a été de reprendre vraiment au niveau métier. Chaque domaine métier dans une banque n'ont pas forcément les mêmes contraintes. Sur la carte, on a besoin de temps de réponse extrêmement court. Sur du virement classique, c'est du batch, donc c'est des process qui vont tourner à l'intervalle. Du virement instantané, pareil, il y a des délais très courts, mais plus longs que sur la carte. Bref, il y avait un petit peu toutes ces contraintes-là. Et donc, ça a été petit à petit de comprendre bien les différents contours de chaque métier, les exigences, pour commencer à pouvoir les migrer et d'utiliser les bonnes technologies aux bons endroits. Donc, parfois sortir de MySQL pour aller sur du DynamoDB, parfois mettre des fils de messages à des endroits, etc. Donc ça s'est passé équipe par équipe, domaine par domaine, jusqu'à arriver, il nous reste encore notre monolithe, mais maintenant on commence à peu trop parler de monolithe, on parle d'un gros morceau. Là où avant ça concentrait d'autres valeurs, maintenant elle commence vraiment à être séparée dans toutes les équipes qui ont aussi repris pour eux, leur quotidien, l'ownership, de leur métier, de leur activité et autonomie de pouvoir aussi déployer, modifier, améliorer sans forcément déranger les voisins à côté. C'est important, c'est en termes d'organisation, ça veut dire des petites équipes métiers qui sont organisées autour d'un microservice et qui sont responsables de ce microservice? Ouais, c'est très important, tu as raison, parce que il y a beaucoup de débats, et même en interne chez nous, entre la vision monolithique et la vision microservice. En vrai, c'est compliqué de gérer du microservice, et il y a des patterns en microservice qui sont, je veux que chaque microservice soit indépendant, etc., qui sont hyper importants et qu'il faut, entre guillemets, respecter si on veut faire quelque chose qui est state of the art. Mais dans un monde bancaire, en réalité, chaque service dépend des autres. Il y a beaucoup de partage d'état. Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai un bon exemple, c'est on pourrait rendre notre service, par exemple, de SEPA instantané pour la réception des virements instantanés complètement indépendant. C'est-à-dire, et c'est le cas aujourd'hui, si toute la plateforme tombe, le service est en capacité de récupérer des virements et de répondre correctement au réseau. Et quand la plateforme remonte, ça remontera et ça redonnera les transactions. Ça fonctionne. Maintenant, sur un plan réglementaire, est-ce que j'ai le droit d'accepter un virement sur un compte qui a été blacklisté, raison X ou Y, et donc du coup j'ai besoin sur lequel j'ai eu des transactions d'un autre moyen de paiement et du coup j'ai dépassé des limites réglementaires quelconques. Eh bien en fait j'ai besoin d'aller vérifier à un instant T la balance de mon compte ou des notions réglementaires, et du coup je vais aller besoin de secouer un microservice qui est dédié à ça. Et donc là, on a les limites, c'est-à-dire que oui, je peux le faire, mais est-ce que je vais le faire? Non, en réalité, si mon microservice qui est réglementaire ou de gestion des limites est cassé, je vais préférer en fait arrêter mon service de gestion du SEPA instantané, pas parce qu'il marcherait pas, mais parce que je vais prendre des risques non techniques, mais qui sont pas forcément acceptables sur un plan métier. Quand tu dis arrêter, ça veut dire retourner un message d'erreur plutôt, évidemment. Oui, tout à fait. Exactement, c'est de dire, en fait, ton virement instantané, il reçoit pas et il arrêtera sur ton compte. Donc ça c'est un bon exemple. Et donc du coup, ceci étant dit, on peut toujours se poser la question, est-ce que c'est intelligent ou pas de faire du microservice? En fait, pour moi, la première réponse à l'organisation de microservices, en tout cas dans une organisation comme la nôtre, c'est vraiment la mise à l'échelle. C'est-à-dire, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est j'ai une squad, chez nous on appelle ça comme ça, donc une équipe pluridisciplinaire avec du SRE, de l'infrastructure, de la QA, du dev et du produit qui vont avoir une part de responsabilité sur l'infrastructure, un niveau d'autonomie qui est raisonnable sans être complet, puisqu'il faut quand même gérer une urbanisation du système d'information. Mais ils ont par exemple le choix de partir sur le DynamoDB, sur du MySQL, en fonction des différentes technologies qu'on a, de mettre du SQS ou whatever, en fonction de ce qu'ils ont besoin de faire, de découper leur lambda, leur service de la manière dont ils ont envie et dont ils veulent opérer.
Et ce qui est important du coup en découpage microservices, c'est que finalement, ils vont pas se marcher sur les pieds avec le service d'à côté à partir du moment où les contrats inter-microservices sont respectés. Mais du coup, il n'y a plus la séparation dev, prod, etc. Chaque équipe est responsable du business, du dev et de l'exploitation de ce business, donc de la prod. Exactement, et ça, si c'est un pattern qu'on cherche à faire, c'est le You Build It, You Run It, pour le coup, qui est un mantra assez fort, et que exactement, et que les gens chez nous ont bien accepté, et c'est assez simple, c'est-à-dire que si je mets un truc en prod, je m'assure d'avoir les moyens de le suivre et de le traiter, parce que sinon, je peux plus rien faire que de gérer ça, et ça fonctionne assez bien. Je dis toujours, quand un développeur se fait réveiller à 3h du matin par un call d'alerte d'escalation, il va mettre en place les mécanismes dans son code pour éviter que ça se reproduise aussi par la suite. Chez Amazon, on appelle ça les 2 pizza teams, les équipes 2 pizzas, parce qu'on dit, tant que vous pouvez nourrir votre équipe avec 2 pizzas, 2 pizzas de taille américaine, des grandes, c'est que l'équipe est de bonne taille, et une équipe est responsable d'un ou plusieurs microservices. Le pattern de migration que tu as expliqué, Nicolas, ça ressemble très fort à un pattern que je connais qui s'appelle le Strangler Fix, je crois. Strangler Pattern. C'est ça. Donc on enveloppe le monolithe en sortant des petits bouts, en exposant des microservices un à un, soit en les réécrivant, soit simplement en extrayant le code et les redéployer, et puis il y a une couche de routage devant qui envoie les API soit au nouveau microservice, soit à l'ancien en monolithe, jusqu'au moment où on a vidé tout le monolithe de sa substance. C'est vraiment ça que vous avez suivi? Exactement. C'est exactement ça. On a mis API Gateway devant. On a toujours utilisé du Go API Gateway, et donc typiquement le jour où on a sorti la gestion des utilisateurs du monolith pour la mettre dans son nouveau service, en fait ça a été un non-sujet en fait pour nos clients. Dès la requête d'après, ils ont basculé sur le nouveau service. On appuie sur et nous ça a eu un problème en 10 secondes, on rollback sur l'ancien. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ça nous évite de devoir interrompre la plateforme tous les 4 matins. Juste tant qu'on respecte les contrats d'entrée et de sortie, pour nos clients, ça ne change rien. Et pour nous, ça nous permet de pouvoir, comme ça, découper notre monolithe. Le premier point qu'on a fait, du coup, dans notre migration, je pense qu'on avait parlé déjà la dernière fois, mais le tout premier point, c'est de mettre l'API Gateway en frontal. C'est vraiment le point majeur, et à partir de là, tu l'as très bien expliqué, on a suivi les patterns. On ne connaissait même pas en plus à l'époque, on l'a découvert après, mais c'est vraiment point à point ce qu'on a fait. On a basculé notre monolithe, et après on a diminué, édulcoré petit à petit au profit d'autres services. Alors ça, c'est cette phase d'optimisation qui est souvent la seconde phase après la migration vers le cloud. On commence à optimiser. La mise en place de cette architecture en microservices, ça a ouvert la porte pour vous à des tas d'autres choses qu'on parle également dans cet épisode. Mais quoi de neuf, j'ai envie de dire, depuis juin 2022, la dernière fois que nous sommes parlé, septembre 2024, qu'est-ce que cette migration, cette modernisation vous a permis? Alors, ça permet beaucoup de choses. Déjà sur la gestion des coûts, on a pu du coup normalement réduire nos coûts de l'ordre d'une trentaine de %. Parce qu'on avait migré, typiquement avant on était sur un RabbitMQ, donc on va chez AWS, on prend Amazon MQ, et puis en fait Amazon MQ, on paye on demand, etc., et puis évidemment on va dire maintenant on va moderniser, on va passer sur du SQS, et donc on va du coup payer vraiment au message utilisé. Donc voilà, ça a été plein de choses comme ça. Pareil, la gestion de nos backups, de nos buckets S3, au début on arrive dans le cloud, c'est magique, il y a un espace de stockage illimité, on stocke, puis au bout d'un moment on se dit est-ce que ça a besoin de rester accessible à chaud, disponible en moins de 200 millisecondes, etc. Alors peut-être commencer à mettre d'autres classes de stockage, et puis on va du coup optimiser tout un tas de choses comme ça. Donc ça, c'est des grosses parties sur nos coûts. On a beaucoup travaillé dessus. On a continué à parler dans notre démarche ARM. Donc on a converti toutes nos instances EC2 sur des processeurs ARM, même si on est full serverless, on a toujours besoin de quelques EC2 qui peuvent traîner à droite à gauche. Donc on les a passés du coup sur des processeurs ARM. Et puis dans la dernière fois, on parlait aussi de Kubernetes, qu'on avait aussi fait le choix d'aller sur Kubernetes, pareil, pour aller le plus vite possible pour pouvoir migrer les choses. On a complètement démontré nos clusters Kubernetes. On a seulement gardé un seul endroit pour notre chaîne de CI/CD, qui nous permet de pouvoir donner aux développeurs la capacité d'avoir la puissance de build dont ils ont besoin, et ne pas en fait les brider. Donc on va partir sur du Kubernetes avec des instances spot derrière pour pouvoir à tout moment avoir de la capacité pour pas freiner
les équipes dans leur déploiement. Ou La migration dans leur... ARM, vous l'avez fait sur la base de données aussi, pas que sur les EC2? On a tout fait. Partout où il y avait un CPU qui tournait, on a essayé. Les lambda aussi. Si on pouvait avoir utilisé ça ailleurs. La réflexion sur nos lambda, oui. Alors, notre monolithe, on encore essayé encore sur du x86 parce que c'est du code qu'on maîtrise, mais on n'avait pas forcément envie d'investir du temps pour retester, être sûr qu'il n'y avait pas de régression ni qu'au caisse, comme on manipule quand même de l'argent, des nombres, etc., être sûr que ça tombe toujours bien juste. Mais effectivement, les nouvelles lambda partent systématiquement en ARM, vu que nos chaînes de CI/CD permettent également de builder directement en ARM. C'est important ce que tu as dit, parce qu'effectivement, sur la base de données également, et c'est même le premier endroit où on est allé chercher. C'est là où on avait un gain important sur le passage en ARM, en l'occurrence sur un plan financier. Donc ça nous aide. C'est zéro différence. Zéro pour le coût, coup. C'est ça que je veux dire. Oui, on change une ligne dans un template rien du tout. Voilà, CloudFormation, et ça repart. Donc on l'a quand même essayé, oui. mais pour le coup c'est smooth, il y a rien à faire. On gagne 20 à 30% d'un coup. Les performances sont aussi bonnes, donc ça c'est super. Et ça part du principe tout ça qu'on a quand même travaillé un chouïa avant sur la modernisation de nos clusters SQL pour basculer, puisque quand on était encore sur nos anciens systèmes, on était sur des très très vieilles versions de MySQL et on courait à travers les mises à jour pour essayer de rattraper le end of life qui était il y a 2 ans. Là aujourd'hui, donc on n'en est plus du tout là, on a basculé on n'est plus sur RDS direct, on est sur Aurora. Donc ça déjà c'est important. On est du coup sur de l'Aurora non serverless parce que c'est plus intéressant pour nous quand on a fait nos maths en ARM. Et puis surtout, on a 3 ans d'avance sur la prochaine end of life. Donc ça c'est très très rassurant, très très rassurant et confortable pour nous. On a arrêté de courir. La base de données était un vrai énorme sujet avant qu'on migre. Aujourd'hui ça ne l'est plus, mais plus du tout. Et c'est à tel point que encore une fois, quand on a la discussion en monolithe, on se pose la question. Voilà, c'est quand même ça marche quand même très très bien. Une fois que c'est bien mis en place, ça marche très très bien. Et l'ARM sur EC2, les lambda, ça peut impliquer des changements de code, mais quels sont les langages de programmation que vous utilisez? Sur du PHP et du Go. Donc sur tout ce qui est de PHP, on va utiliser le projet Bref pour nous aider à exécuter le code. Et l'avantage de Go, c'est que du coup, c'est un langage compilé, donc au moment de nos builds dans nos chaînes de CI/CD, voilà, on peut du coup changer, mais ça se fait relativement facilement. Le passage a été fait très bien fait par les équipes parce que Go c'est prévu de pouvoir être compilé sur différentes plateformes. En PHP, du coup, c'est un non-sujet. En Go, il y a la recompilation, mais comme le dit Nicolas, il n'y avait aucun sujet. Et on a un peu de Node. Et donc là, c'est pareil, c'est géré par les layers intermédiaires, donc sur Lambda en l'occurrence, donc aucun sujet. Oui, vous êtes dans les services financiers, banques, je dis les services financiers parce que c'est la même chose dans les assurances, ce qui n'est pas votre cas à vous, mais c'est le même. Vous avez très peu de code en C, des device drivers, des choses comme ça qui doivent être vraiment adaptées peut-être là pour le coup pour ARM. Pour vous, c'est juste une question au maximum de recompiler, et c'est important de le dire, il suffit de recompiler, la plupart du temps ça fonctionne. On aura un épisode complet sur migration ARM, ça sera un peu plus tard, probablement début d'année prochaine, en janvier. Je suis en train d'essayer de préparer ça avec un de nos spécialistes ARM. Est-ce qu'on parle d'amélioration des coûts? Vous avez cité environ 30% par la migration vers ARM, 20 à 30%. Quels sont les autres mécanismes que vous avez pu mettre en place pour réduire les coûts? Alors, quand on a fait la migration, on l'a fait avec un pattern pour le coup organisationnel et financier qui est de dire on migre avant tout sur le cloud. On fait attention, on fait pas n'importe quoi, mais on s'autorise à avoir des dérapages. Parce qu'il faut que les équipes, encore une fois, elles grandissent, elles apprennent de faire du full serverless dans un écosystème bancaire. On est quasiment les seuls à le faire à l'époque. Donc voilà, il n'y avait pas forcément la connaissance et la compétence sur le marché, donc les gens se sont formés aussi chez nous. Donc on avait ouvert assez largement les vannes, et ce qui fait que sans avoir des drifts énormes, on avait à certains endroits où on pouvait aller récupérer en mettant quelques journées de travail avec les bonnes personnes et en optimisant la manière dont ça tourne et dont ça fonctionne. On pouvait récupérer quelques dizaines de pourcents sur notre facture finale.
Donc Nicolas l'a dit, on a travaillé sur la partie ARM qui était assez naturelle pour nous pour 2 raisons. Il y avait la partie coût, mais il y avait également la partie RSE, qui pour nous, vraiment, ça coûte rien à faire. Voir, ça nous donne de l'argent. Et en plus, ça fait du bien à la planète, donc on va pas s'en priver. Et donc, on a travaillé sur ces 2 drivers-là. Dans les points importants, c'est qu'on a également travaillé sur la factorisation de nos bases de données. Je l'ai dit tout à l'heure, ça marche vachement bien. Donc avant, où on n'était pas certain, on mettait plusieurs serveurs parce qu'on avait peur que si un applicatif chargeait la base, ça allait casser les autres applicatifs. Là, du coup, on est retourné en maîtrise sur ces sujets-là et on a convergé sur des clusters un petit peu plus gros, mais du coup moins et plus facile à exploiter et avec des économies à la clé. On a beaucoup travaillé aussi sur notre logique de sauvegarde plutôt que d'activer tout, d'appuyer sur tous les boutons et de se dire au moins je suis en sécurité. On a travaillé sur, par exemple, à faire un snapshot tous les jours, c'est très bien, parce que ça nous permet d'avancer. Mais si on garde ça sur 2 ans, commence à coûter extrêmement cher et ça n'a aucune valeur. Non, parce que vous n'allez jamais restaurer, même pour des questions de compliance, une base de données d'il y a 2 ans. Mm-hmm. Tout à fait. Donc on a revu ça, on a revu nos stratégies de sauvegarde et puis on a aussi fait des tweaks, c'est-à-dire que, donner un exemple, mais plutôt que d'utiliser, on a quand même besoin malgré tout de snapshots quotidiens sur une période de temps donnée. Plutôt que de conserver les snapshots au sens RDS, qui est intéressant, qui nous permet de faire une restauration, etc. Mais dans les faits, nous, on ne fera jamais une restauration d'une base de données d'il y a 2 semaines, puisque les transactions avancent, etc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé. Et donc, du coup, d'avoir un accès read-only, en réalité, c'est ce qu'on cherche à avoir, sur un cluster à un instant T, pour pouvoir voir ce qui s'est passé. Et donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va faire un export S3 quotidien et on va travailler et on va le mettre du coup dans un S3 avec des classes de services assez basses, nous permettant de dire bon, le jour où j'en ai besoin je vais payer un peu, mais globalement j'en ai pas besoin et j'ai un accès read-only en parquet avec je branche un antenna dessus, je peux chercher tout ce que je veux et c'est parfait. Et en fait, quand on mixe ça avec notre stratégie data, tout ça devient un pipeline assez logique, sur lequel on va renvoyer dans le data lake puis sauvegarder après. Et on va finalement, avec un petit peu de glue entre guillemets sur un pipeline qui existait déjà, ça nous permet de casser de diminuer très fortement les coûts de backup. Ouais. Donc ça c'est un exemple. Et ensuite on s'est également appuyé sur les mécanismes AWS sur la partie backup, notamment les capacités qu'on a sur RDS et sur DynamoDB de revenir en arrière à la seconde près. Ça c'est vraiment génial pour nos compliance aussi, c'est vraiment top. Ça permet d'être assurant, mais donc du coup on peut s'appuyer là-dessus pour donner sur la time frame de 30 jours en l'occurrence qui nous est offert une forte sécurité à cet endroit-là. Est-ce que vous avez mis en place des mécanismes FinOps aussi, de donner visibilité des coûts à chacune des équipes qui comprennent leur consommation, qui voient l'évolution, qui puissent réagir et optimiser en fonction? Tout à fait. Ce qu'on a, c'est que donc on a différents stages, dev, pré-prod, prod, etc. Et donc, on va, en fonction des comptes, mettre des alertes, du coup, dans Cost Anomaly Detection pour, typiquement, envoyer vers les équipes. Pour dire, attention, voilà, sur votre compte, là, on a vu, sur la journée d'hier, vous avez commencé à avoir un overcost sur tel et tel service, voilà, regardez et dites-nous qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est plutôt à l'échelle de chacune des équipes. Après, à plus grande échelle, nous, on regarde tous les jours, en fait, on récupère justement les rapports de Cost Anomaly Detection à l'échelle de l'organisation. Et puis, tous les mois, à peu près, on va faire une session CTO, ARC, SRE. Vraiment, on reprend les coûts, on reprend la tendance, on regarde un petit peu les progressions de la facture et on se dit, bon, comment est-ce qu'on pourrait optimiser cette ligne. Par exemple, on avait des sujets sur le network avec les NAT Gateway qui peuvent rapidement coûter un petit peu cher, puis de par notre architecture, on en avait plus d'une centaine. On se dit, bon, comment est-ce qu'on peut réussir à travailler sur ça? Et donc après, voilà, on va lancer des chantiers pour aller optimiser ça et en se donnant, voilà, 1 mois, 2 mois, 3 mois de travail pour réussir à récupérer ça. On y arrive à chaque fois. Là, on commence à arriver dans un état où chaque effort pour aller gagner commence à nous coûter de plus en plus cher d'un point de vue opérationnel. Donc, on a à peu près un équilibre. Là, actuellement, Julien est content quand tu vois la facture tous les mois, donc moi, ça me va. Oui, mais c'est 80-20, hein, les 80 premiers pourcents sont faciles. C'est exactement ça. Relativement, prennent 20% de temps pour les économiser, mais aller chercher les 20% restants, c'est là qu'il y a des vrais efforts et changements. C'est vraiment ça. Et puis surtout, le coût de notre IT aujourd'hui vaut, entre guillemets, pour qu'on le paye. Donc en fait, on a un ratio qui est à peu près cohérent.
Maintenant, on peut aller travailler plus, mais en fait, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Tu parles du rapport entre le business, le volume de business et le coût de l'IT. Oui, c'est ça, exactement. Et donc après, mettre de l'ETP pour arriver à diminuer sur quelques cas euros, je suis pas. Enfin voilà, ça se joue, mais c'est pas forcément. Le ROI est très loin et. Donc quand on voit des choses flagrantes, on va travailler, mais comme l'a dit Nicolas, moi je pilote en daily la facture globale AWS, et là aujourd'hui je suis content. Voilà. Voilà, le CTO le dit, il est content. Vous avez aussi gagné en confiance sur la stabilité de la plateforme. Oui, totalement. Peut-être Julien, toi qui en plus de regarder les chiffres, regarde également nos SLA presque tous les jours. Dans les choses qu'on s'est dit sur notre migration cloud, c'est effectivement, au-delà du ressenti, parce que nous forcément on est beaucoup plus à l'aise sur notre plateforme, mais c'est bien aussi de pouvoir le montrer à nos clients, leur dire bon voilà, on a peut-être fait un petit peu moins de produits pour un peu plus de tech, mais ça vaut le coup parce que justement c'est plus stable. Donc à partir de début d'année, là on a commencé à exploiter en fait toutes les données qui sont sorties dans l'écosystème AWS, dans CloudWatch, et la capacité de l'exploiter également avec le Insight, des choses assez basiques, mais finalement qui nous aident beaucoup, et on est en capacité de sortir du coup nos SLA par mois, par client, par plateforme. Et ils sont très bons, c'est-à-dire que sur le début d'année on est à 99,99 je crois sur nos SLA de disponibilité de notre API, et sur les autorisations cartes à 99,9, tout en sachant que les autorisations cartes on travaille à la centaine de millisecondes, on est sur du temps réel, donc c'est là où c'est très très compliqué, et c'est là où il y a de la pression, où il y a besoin de stabilité, donc ça fonctionne très bien, et le takeaway là-dedans c'est moins ces chiffres que la capacité de les avoir. En fait, on est en capacité de les sortir, et quand on s'est dit il faut qu'on le fasse maintenant pour déjà nous, pour nous rassurer, puis pour montrer en fait qu'on n'est pas ridicule, en fait on a pu retourner sur tout 2023, on l'a fait en janvier, on a pu calculer les SLS sur tout 2023, et puis ça nous a pris 2 heures. En fait, c'était pas vraiment un sujet. Et c'est quelque chose que vous ne pouviez pas faire avec l'ancienne infrastructure on-prem. Non, techniquement, c'est pas possible. Vous aviez déjà des SLA contractuels avec vos clients à l'époque? Oui. On en avait, et on en avait qui étaient alors après on en avait, ils étaient plus ou moins engageants, mais en tout cas on en avait. Ce qui est important, c'est que on avait du mal à justifier là-dessus, donc on avait du ressenti, parce que on peut avoir un gros incident d'1 heure, mais en fait sur un SLA à 99,9, 1 heure en fait ça reste, ça rentre dedans quoi, malgré tout, donc c'est pas forcément très impactant en termes de SLA. Là, ce que nous a permis de faire ce calcul-là, ça nous a permis de dire oui, en fait nos SLA déjà on les respecte, et puis surtout on est mieux. Donc du coup ça nous permet soit de monter, soit de travailler plus en confiance entre guillemets sur ces sujets-là avec nos agents. Donc, quand on va avoir un client, moi je me souviens quand on signait des contrats avec des corporates, des gros, des corporates du CAC 40, ils nous demandent ça, on n'est toujours pas très à l'aise, on n'était jamais à l'aise en vrai pour répondre à ça. Alors ce qu'on se dit, c'est que globalement on n'a jamais eu d'incident de plus de 2-3 heures, donc du coup si on met ça sur un mois, ça passe, etc. C'est vrai, ça marche assez bien, mais dans les faits maintenant on peut le faire, et on peut le revoir du coup en intériorie, oui c'était ça, puis ça marche, puis maintenant surtout on est capable de le prouver, d'avoir des métriques, de faire des rapports, de les envoyer, et ça c'est chouette. Et pour les ingénieurs d'astreinte, c'est un changement également? Alors pour l'astreinte, c'est un vrai sujet, parce que l'astreinte, Nicolas et moi on en a fait beaucoup en l'occurrence, et on a vu la volumétrie descendre de manière assez forte. Une fois qu'on a basculé sur AWS, on a divisé par 3 nos appels en astreinte, et donc ça se voit assez fort. Pourquoi selon vous, est-ce que c'est la stabilité de la plateforme sous-jacente AWS? Est-ce que c'est le fait de basculer en microservices? Est-ce que c'est le changement de vos procédures opérationnelles? Une combinaison de tout ça? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'analyser le pourquoi? C'est un mix de plein de choses, mais c'est déjà en fait le fait que la plateforme elle peut se mettre à scaler en fait sans qu'on ait de problème. Parfois la nuit, on va avoir des clients qui vont lancer des batchs ou des gros traitements, etc. Rien que ça avant ça pouvait nous faire mal. Mais juste, il y avait même un truc de tout bête. On avait du coup avant nos backups qui se faisaient à une certaine heure, ça mettait systématiquement de la pression sur les bases de données juste pour faire un backup. Et en fait, on le savait, et tous les jours ça se mettait à sonner. Maintenant, c'est un non-sujet, à tel point que parfois, quand je dois prendre mon tour d'astreinte, je me demande si le système d'alerting fonctionne mieux en fait. Franchement, on ne peut pas juste faire un test parce que il y a rien,
C'est pas normal. Et en fait, si, c'est juste que, en fait, ça marche bien. Donc, ouais, le fait que ça puisse tirer à n'importe quel moment et qu'on soit plus, en fait, à une limite ou proche d'une limite, que un de nos clients est un petit peu énervé ou qui fait une erreur, sur un de ses scripts et qui part en boucle infinie pourrait nous faire mal. Maintenant, non, on est capable de l'absorber. On a d'autres alarmes qui vont sonner pour dire attention, il y a un comportement qui est pas normal. Mais en fait, on tient et on dégrade pas la plateforme. Donc, c'est vraiment, pour moi, de mon prisme, en tout cas, c'est vraiment la scalabilité qui nous a beaucoup sauvé. Tu as raison. Et puis, tu évoquais aussi, mais on a grandi, on s'est structuré. Donc, il y a aussi on a plus de procédures, on a un peu plus de maturité. On sait aussi mieux gérer les incidents. On sait ce qui doit être traité, de ce qui doit pas l'être, de ce qui est urgent, de ce qui l'est pas, etc. Donc, mais oui, c'est assez flagrant. Avant, on était réveillés régulièrement. Maintenant, c'est très, très sporadique. Je pense que la division par 3 était dans les premières, les premiers calculs qu'on avait fait, genre 3 mois après la migration. Mais franchement, aujourd'hui, je voudrais qu'on refasse d'année en année. C'est vraiment faible. Et le truc important, pardon, pour aller au bout, c'est que je crois que la quasi-totalité ou 90% des incidents qu'on a en astreinte sont liés soit à des partenaires, c'est-à-dire des problématiques sur des providers qui sont au cœur de notre système, soit à nos clients qui font des erreurs. Ça arrive, hein. Donc c'est pas grave, mais du coup ça fait sonner comme l'expliquait Nicolas. Mais on a très très peu de problèmes qui sont intra à la plateforme. Vos nuits sont plus calmes sur AWS. Si on continue à parler business, vous avez récemment passé la certification PCI DSS et je voudrais en parler un tout petit peu parce que je crois que vous êtes une des premières banques émettrices de cartes qui est certifiée PCI DSS en utilisant des services managés comme sur le cloud. Dites-moi si je me trompe. Mais peut-être expliquer d'abord c'est quoi PCI DSS et puis concrètement ça représente quoi de passer cette certification? PCI DSS, c'est le standard. Donc, PCI, c'est un consortium des réseaux de cartes, hein, American Express, Visa, Mastercard, etc., qui sont réunis, qui ont dit bon, il faut qu'on régule un petit peu, qu'on impose en tout cas aux gens qui vont traiter les données de nos cartes. Hein, donc, les données cartes, c'est le numéro de la carte, les 16 chiffres, le code PIN, le cryptogramme, etc. Toutes ces données-là. Il faut qu'on impose une manière de les stocker, de les transmettre et de les traiter de manière sécurisée. Et donc, DSS, c'est pour Data Security Standard, c'est la manière dont on doit traiter ces données-là. Il y a d'autres concepts dans PCI, notamment pour ceux qui fabriquent physiquement les cartes. En gros, tous les corps de métier qui ont attrait à la carte ont des exigences à passer. Donc, le fait d'avoir cette exigence-là fait qu'on reconnaît l'efficacité technique et opérationnelle d'un établissement dans sa gestion, sa transmission et le stockage des données cartes bancaires. Généralement, PCI DSS, c'est très utilisé pour les marchands. Parce que quand on est un marchand, on va manipuler des cartes qui ne nous appartiennent pas. Et c'est assez peu fréquent sur la partie émission, parce qu'une banque qui émet ses cartes, s'il y a un problème avec ses cartes, ça reste son risque à elle, en fait. Nous, on l'a fait parce que comme on n'est pas une banque qui émettons nos cartes en notre nom propre, hein, on ne peut pas ouvrir un compte directement chez Trésor. Ça donne une garantie pour nos clients que les cartes de leurs utilisateurs finaux sont stockées, les données sont traitées de manière totalement sécurisée. Voilà, ça c'est PCI DSS. Et donc, pour faire ça, il y a un guide qui fait des centaines de pages. Il y a plus de 250 très long exigences. Menu avec, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. ça. Et Alors, puis quelqu'un qui vient vérifier après si vous le faites. Exactement, qui vient vérifier. Il y a un audit. L'audit PCI DSS, ça dure 3 mois à peu près. Le temps du projet, nous, on a mis à peu près 16 à 18 mois. Avec des périodes de rush, des périodes un peu bousou, parce que le standard va donner des grands principes, en fait, mais il va pas forcément dire, alors quand vous êtes sur AWS, vous devez cliquer ici, cocher cette case et vous l'avez. Donc c'est de la compréhension, c'est de l'interprétation parfois, c'est de la négociation aussi avec les auditeurs pour lui dire, voilà, ça c'est mon contexte de fonctionnement, et notamment sur la partie serverless, il y a plein de choses qui sont assez difficiles à comprendre pour les auditeurs qui sont habitués à des grosses infrastructures bancaires sur du on-prem, etc. Donc on a un peu cassé tous ces codes-là. Mais effectivement, on a réussi du coup à obtenir la certification PCI DSS V4. Donc évidemment, en plus, le standard évolue de temps en temps, donc il faut se mettre à niveau. Et c'est une certification qui s'obtient chaque année. Donc l'année prochaine, on repasse par... Il faudra repartir pour 3 mois d'audit Normalement, un petit peu moins, parce que comme il y a déjà des choses qui ont été vues, mais effectivement... on doit vérifier qu'on est toujours en capacité opérationnelle et technique de garantir la sécurité des données cartes.
J'aime bien très concret dans ce podcast. Tu peux donner 2-3 exemples de checks que les auditeurs vont vérifier, des choses qui ont nécessité une adaptation de votre côté? Alors, on a construit la plateforme de A à Z. C'est-à-dire qu'on a vraiment sorti tout ce qui concernait la carte de notre ancienne plateforme et on a dit, on a créé un compte AWS, on dit ça c'est notre plateforme PCI-DSS et on va tout créer dessus from scratch. Mais l'auditeur peut vérifier aussi bien les informations qu'on va collecter quand on embauche un collaborateur qui va travailler sur PCI-DSS, qu'on a bien fait les vérifications sur l'identité, etc., que la manière, la taille de clé qu'on va utiliser dans KMS pour chiffrer les données cartes. Donc il peut vérifier, ouais, c'est extrêmement large. C'est tout chapitre qui concerne aussi bien le réseau que la transmission, donc vérifier qu'on est bien en TLS 1.2 par un capteur d'écran, montrer que sur API Gateway on est bien en TLS 1.2. Ou montrez-moi comment est-ce que vous avez créé votre ticket dans votre outil de ticketing pour gérer votre changement. Voilà, c'est extrêmement varié, c'est beaucoup d'opérationnel, beaucoup de techniques, mais en fait il faut qu'ensemble soit cohérent. Il faut démontrer une capacité à opérer une plateforme technique où on contrôle, voilà, tout. On a dû écrire des dizaines de pages de procédures qu'on doit justement respecter. On doit prouver qu'on les respecte. Enfin, c'est pas, on va dire, une simple chose. On doit vérifier quoi. On a activé le chiffrement et c'est bon. Bon, c'est beaucoup plus que ça. Plus détaillé. Exactement. Le fait que beaucoup de services AWS soient eux-mêmes certifiés PCI DSS, ça vous a aidé, je suppose, et dans quelle mesure? Alors ça nous aide, ça nous a pas forcément que aidé, parce que il y a des choses effectivement où AWS, le service est certifié, mais dans l'exigence qui s'applique au service, AWS dit bon bah pour cette exigence-là du standard, c'est pas moi, ça sera au client à l'appliquer. Donc en fait dans PCI-DSS il y a une responsabilité partagée. Exactement. Et donc, du coup, il y a des choses pour lesquelles l'auditeur nous dit, voilà, ça, AWS dit dans son document que c'est pas à lui de le faire, c'est à vous. Donc, montre-moi que tu l'as bien fait, que tu l'as bien implémenté. Donc, oui, ça aide beaucoup. Mais ce qui aide beaucoup, c'est toute la partie service managée. Voilà, le stockage sur S3, sur DynamoDB, le compute. On n'a pas géré serveur, on n'a pas géré les mises à jour, on n'a pas géré... Ouais, tout ça, et ça c'est des dizaines d'exigences, je crois. Si on prend l'exemple des mises à jour operating system sur des serveurs, par exemple, le fait de passer sur Lambda, c'est tout un pan, plusieurs pages probablement de checks que vous pouvez abandonner dans les points majeurs. Je dirais que tout ce qui est lié au data center, qui est un vrai sujet, sur quand on fait du PCI DSS, les vérifications, les caméras, etc., tout ça, en fait, et pour le coup, il n'y a pas de débat, c'est pris en compte par AWS et ça permet de faire tomber, je crois, un chapitre complet du framework. Et ça c'est déjà énorme. Après ce qu'expliquait un peu Nicolas, c'est que c'est vrai que c'est la géométrie variable, c'est-à-dire que l'explication PCI DSS telle qu'elle a été faite ou telle qu'elle a été construite sur AWS est quand même très axée infrastructure as code, donc EC2, système EC2, etc. Probablement parce que les personnes qui cherchent à faire du PCI DSS sont plutôt des banques ou enfin c'est assez associé aux personnes qui sont derrière. Nous, le prisme qu'on a pris, encore une fois, c'est serverless, et donc faire du PCI DSS en full serverless, c'est un sujet. C'est un sujet parce que dans les descriptions des services AWS, c'est pas forcément très clair, donc il faut renégocier. Nicolas était en contact du coup directement avec les experts AWS du sujet pour récupérer les demandes et les réponses pour notre auditeur en pré-audit pour s'assurer qu'on ait toutes les informations. Mais vraiment le pas PCI DSS serverless, tu l'as dit tout à l'heure, full serverless dans le contexte de l'émission carte. Ouais, c'est un gros morceau qu'on a fait là, qu'on a passé. C'était nouveau pour les auditeurs aussi, ils ont dû s'adapter. Clairement, il y a deux choses. Hein. Pour eux, ce qui était nouveau, c'est les deux points. C'est-à-dire la partie serverless, ils sont pas habitués. Ils avaient déjà fait un peu de cloud, mais alors pas du vrai cloud, ce qu'on appelle le vrai cloud chez nous, mais vraiment du serverless avec typiquement dans notre bulle EC2, dans notre bulle PCI DSS, on a 0 EC2. Donc d'expliquer qu'on n'a pas de serveur qu'on n'a pas de serveur allumé 24/24 dans notre bulle PCI DSS, ça a été déjà un premier sujet. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la partie émission de cartes, où les auditeurs PCI DSS sont habitués à gérer des marchands, mais pas des banques qui émettent des cartes. Et là, c'est pas lié à AWS, mais il a fallu faire... Exactement. Et donc du coup, l'auditeur a dû aller voir des Mastercard, des Visa pour dire comment je dois faire dans ce cas-là,
parce que je sais pas faire. Et donc c'est intéressant quand même. Alors maintenant que vous avez gagné en confiance, appris à dompter les coûts de cette plateforme, vous êtes prêt pour de nouvelles aventures et d'ajouter des nouvelles fonctionnalités et de penser au futur, sans rien dévoiler de confidentiel. C'est quoi les grands chantiers à venir pour les années à venir? Alors on a beaucoup de grands chantiers, en l'occurrence on a des chantiers métiers, des chantiers techniques. Sur la partie technique et dans ce qui va nous concerner, ce qui va nous intéresser un peu plus dans ce podcast, on est en train de travailler, de finaliser à un système de disaster recovery, PRA, plan de reprise d'activité, PSA, plan de continuité d'activité, enfin tous ces acronymes là, multi-région, multi-AZ et multi-région. Qui soit robuste. Aujourd'hui, on sait le faire, on sait basculer, etc. Là, ce qu'on cherche à avoir, c'est quelque chose de très procéduré, de très processé, de très automatisé également, pour qu'on puisse basculer dans des délais courts la totalité de la plateforme, que ce soit pas un sujet. Aujourd'hui, d'année en année, depuis qu'on a basculé sur AWS, on fait des bascules partielles de nos composants entre Paris et Francfort, qui sont les deux régions sur lesquelles on travaille. Et par exemple, l'année dernière, on a basculé tout le processing cart sur notre région de secours avant de revenir sur notre région. Donc, ça nous permet de dire que globalement, si on a vraiment un gros incident ou des incidents qui sont localisés à des moyens de paiement, on est en capacité de les traiter. Ce qu'on veut faire là sur les prochains mois, ce qu'on est en train de faire cette année et ce qu'on va continuer sur un peu l'année prochaine, c'est être en capacité de vraiment basculer toute la plateforme et que ce soit pas un sujet. C'est-à-dire que notre prochain exercice finalement, c'est un truc que font pas souvent les banques. C'est vraiment de tout basculer et de tout revenir. Mais c'est vraiment notre objectif et on sait on devrait y arriver. Il y a pas de, disons que c'est long, c'est compliqué, etc. Mais il y a pas de red flag. Donc voilà, c'est un challenge qu'on va prendre. Ça, un premier sujet, ça va nous prendre un peu de temps. J'avais blogué sur un service qui permet de faire ça, qui s'appelle Route 53 Application Recovery Controller. Est-ce que c'est un des services que vous regardez ou vous utilisez des méthodes plus manuelles, basées sur des scripts et des changements de DNS à la main? Un peu plus manuel, je tiens quand même à avouer. Un peu plus manuel, donc voilà, c'est plus qu'on va penser toute notre infrastructure as code à base de Terraform aujourd'hui, sur cette partie-là, pour avoir des stacks multi-régions. Toujours penser à déployer toujours notre code dans les deux régions et plus effectivement à un moment donné être capable de pouvoir basculer les flux de l'autre. Quand on est dans un contexte bancaire, il faut aussi qu'on pense à verrouiller les écritures d'un côté pour pas qu'on écrive sur les deux. Il y a quand même 2-3 choses, c'est pas juste on route un DNS et c'est bon. Il y a 2-3 choses à prendre en compte. C'est exactement ça, c'est-à-dire que le coût de la migration, le fait d'appuyer sur une bascule, on va se réfléchir à 2 fois avant d'appuyer sur le bouton et du coup on s'autorise une coupure et en fait c'est sain parce qu'il y a trop de risques en fait à avoir un truc automatique. Le coût associé au risque de l'automatisation est plus élevé que le coût de le faire manuellement, le nombre de fois où ça arrivera, donc c'est plus intéressant de le gérer comme ça. L'architecture cible dans ce cas-là, c'est une architecture stand-by, c'est-à-dire vous avez votre archi qui fonctionne à taille normale sur Paris et puis vous avez un mini stand-by à côté. Ouais, c'est exactement ça, et le fait qu'on soit en serverless marche hyper bien. Il n'a plus de sens au fait, puisque c'est... En fait, c'est tout ça, c'est toute notre logique, c'est-à-dire qu'en fait, avoir toute notre infrastructure à blanc dans notre région de secours, c'est pas vraiment un sujet pour nous. Alors, modulo quelques points, mais c'est pas vraiment un sujet. Et dans les points sur lesquels on s'attelle à faire ça, c'est on cherche aussi à éteindre et rallumer régulièrement notre plateforme. Je vous disais tout à l'heure, les banques aiment pas trop faire ça, parce que c'est dangereux. Nous, c'est un truc où on s'astreint à le faire, c'est-à-dire que tous les 3 mois, on éteint tout et on relance. Et en fait, même si on n'a rien à faire, c'est important parce que des fois on se dit pourquoi on fait ça. Mais même si on n'a rien à faire, on fait ça parce que ça nous assure en fait de la bonne maîtrise de la totalité de ce qui se passe, au moins sur une période de 3 mois. Donc s'il y a un truc qui casse, c'est qu'on l'a oublié, donc c'est pas bien. Donc c'est qu'il faut qu'on ait en visibilité et que justement dans nos process de demain de bascule, il faut que ça soit intégré dedans. Ça c'est très très sain à faire et j'encourage tout le monde. Comment vous garantissez la disponibilité pour vos clients pendant que vous faites ça? Vous faites ça sur une région de secours? Alors non, on l'annonce. Ah, vous avez des plateformes. On l'annonce, on explique qu'on a des créneaux de maintenance, pour le coup on explique qu'on en a 4 par an, on le fait tous les trimestres et on explique le pourquoi, c'est assez simple, donc du coup c'est assez bien accepté. On le fait au moment le plus creux de l'activité de tous nos agents, on donne une time frame, là où on n'a pas envie de se lever, c'est-à-dire le dimanche à un moment donné où on est bien en train de dormir et on le fait sur une plateforme, un créneau horaire qui est acceptable, on le fait sur 1 ou 2 heures maximum et puis on éteint tout, on relance tout et on prend plein de takeaway, tout ça c'est hyper intéressant. C'est un super exercice. Donc dans le futur, plan de reprise d'activité, c'était t'en avais 1 ou 2 autres aussi? Oui, le deuxième, c'est on travaille, alors c'est un peu les buzzwords à la mode aujourd'hui, mais on va forcément parler un peu IA. On
on est très intéressé forcément par tout l'écosystème. Il y a pas mal de choses on le voit dans les médias, qui peuvent toucher de près ou de loin au métier du paiement ou de la banque. Nous, on a des cas d'usage, on en a quelques-uns sur la summarisation de documents de standards techniques ou financiers qui sont des fois compliqués, pour pouvoir récupérer de l'information dedans et réagir plus rapidement face à des incidents, par exemple. Ça, c'est un use case assez métier du quotidien. On va avoir des use cases qui vont être liés plutôt à l'accélération de nos développements, donc avec l'intégration d'IA dans nos éditeurs de code, pour accélérer soit le développement, soit simplifier des tâches répétitives, type des tests unitaires ou des choses comme ça qui n'ont pas une valeur très forte. Ou on peut avoir aussi des cas d'usage où on cherche à moderniser un bout de legacy sur lequel la connaissance est un peu partie, et d'avoir une aide de lecture qui permet de vulgariser ou de réexpliquer d'un langage à un autre. Ça peut être intéressant. Donc ça, c'est des use cases qu'on a. On en a pas mal d'autres. On en a des use cases aussi produits, plutôt, mais là qu'on peut pas trop discuter aujourd'hui, mais qui sont plutôt liés à notre métier, et qu'on va pouvoir donner à nos clients. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'on garde notre stratégie. C'est-à-dire que on est dans un écosystème AWS. AWS pris un peu de temps à appuyer sur le bouton IA, mais une fois qu'ils sont rentrés dedans, et bien rentrés dedans, on s'appuie du coup sur Bedrock, et on le considère, en tout cas on est en train de travailler là-dessus pour le considérer de la même manière qu'un service type RDS, sur un plan aussi bien compliancy que sécurité. Et en fait, ça permet de tuer plein de sujets et d'en ouvrir plein de nouveaux. C'est-à-dire que finalement, on peut plugger ça de la même manière que je plug une base RDS à un de mes services. Et ça ouvre plein de chakras. Donc c'est super intéressant. On utilise Bedrock parce que serverless, et nous, ça nous intéresse bien. Il se trouve que Claude 3.5 Sonnet est dessus, Sonnet, je sais plus comment on dit, est dessus et dans le top 5 des IA les plus performantes. Ça tombe bien, c'est plutôt une bonne chose. Donc je sais pas ce que ça donnera dans 6 mois, mais en tout cas aujourd'hui c'est plutôt une bonne chose. Et donc du coup tout ça fait que finalement mettre un petit peu d'IA aujourd'hui dans nos processus du quotidien, voire dans des composants qu'on développe, devient finalement assez simple en termes technologiques. Maintenant, sur l'IA, une des grosses complexités, c'est de manger cette technologie, de la comprendre, d'arriver à l'utiliser au bon endroit, de pas essayer de faire quelque chose avec de l'IA alors qu'un algorithme tout simple le traite en 50 lignes. Donc ça, c'est des trucs assez importants. De sortir du buzzword IA, il faut mettre de l'IA à tout prix et de l'utiliser vraiment là où ça a du sens. Donc on essaie de bien veiller à ça. On essaie de bien veiller à ça. C'est marrant que tu fasses l'analogie avec RDS, parce que je prends beaucoup cette analogie-là pour expliquer Bedrock. Pour l'API de Bedrock, pour moi, c'est un peu comme un JDBC ou un ODBC. C'est une API unique pour accéder à des bases de données différentes ou à des modèles différents, même s'il y a une petite différence en base de données. Le SQL qui passe dans le tuyau d'API est quand même un peu plus standardisé. Avec les modèles, c'est un peu différent. Une banque à ce service, Trésor. Première partie, migration vers AWS, c'était l'épisode 113 du podcast AWS en juin 2022, je vous invite à aller le réécouter. Deuxième partie, modernisation, prise en confiance, diminution des coûts et ouverture des portes à des nouvelles fonctionnalités ou des nouvelles possibilités en octobre 2024. On se donne rendez-vous dans 2 ans, 2026, pour voir où vous en êtes. Nicolas Bordet, architecte cloud, je vais dire solution architect, architecte cloud, et Julien Mortuaire, CTO, tous les deux chez Trésor. Merci messieurs pour ces explications extrêmement claires et limpides comme à votre habitude. Merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.